Bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce webinaire, animé par, Chronos. Merci à toutes et à tous d'être présents et de vous être libérés pour pouvoir, nous suivre autour de cette réflexion autour de la formation aux soft skills, et au digital learning par le digital learning. Je suis, ravi d'être avec vous. Je suis accompagné, donc je suis Pierre Egido, je suis accompagné de Lydie Atiogbe. Donc nous sommes respectivement donc le patron de Chronos depuis quelques années maintenant, et Lydie qui est notre Digital Learning Manager, qui nous accompagne depuis quelques mois dans la montée en puissance de toutes nos interventions et tous nos accompagnements chez nos clients autour des questions de learning. Et c'est ce pourquoi nous avons décidé avec Lydie de prendre la parole aujourd'hui. Normalement, chez Chronos, nous prenons plutôt la parole autour des sujets de management, et ici, on va y rajouter cette couche ô combien importante des enjeux d'apprentissage pour les managers, parce que depuis 35 ans, on accompagne ces managers. Les modalités de formation et d'accompagnement ont changé, et il nous semblait important et nécessaire de faire un peu le point avec vous, clients, futurs clients, confrères du métier, autour de ce que nous comprenons des enjeux du digital learning au service de la formation des managers. Donc ce webinaire qui dure 45 minutes va s'organiser autour de 3 temps. Le premier qui sera relativement rapide, d'abord parce que ces infos-là sont des synthèses, mais aussi parce que vous pouvez les retrouver après dans le document que vous téléchargerez. Eh bien, on va refaire un point rapide sur les enjeux finalement, le contexte dans lequel on prend la parole aujourd'hui. Le cœur de notre intervention, évidemment, qui sera animé par Lydie, c'est de rappeler finalement les modalités du digital learning pour former les managers, et vous verrez qu'il y a de nombreuses modalités. On va s'aventurer dans cette jungle des mots, des anglicismes qui nous habitent aujourd'hui, et avec lesquels normalement, avec nos clients, on doit être relativement cohérent en termes de compréhension. Et puis surtout, évidemment, en sortie de ça, la grande question, c'est qu'est-ce qui permet d'engager les managers dans leur formation distancielle, sachant qu'évidemment, le distanciel est un élément maintenant clé dans les modalités de formation, mais on verra comment et pourquoi certaines modalités sont préférables à d'autres. Les grandes transformations de la chaîne de valeur learning, quelles sont-elles aujourd'hui? Alors, il ne vous a pas échappé, et si ça vous a échappé, il est temps maintenant de vous mettre à jour, que le monde a changé, et que dans ces changements, le monde de la formation a beaucoup changé. En réalité, nous sommes membres de la EdTech. Il y a le monde de la formation professionnelle, il y a l'enseignement supérieur, il y a l'enseignement secondaire, il y a l'enseignement primaire. Le monde de l'éducation et de la formation a profondément changé depuis un petit moment maintenant, mais les éléments qui structurent ces changements et qui vont expliquer les choix et les partis pris pédagogiques qui nous semblent pertinents pour le management on les a identifiés autour de 4. Si vous aviez une autre approche, vous pourriez en voir d'autres, peu importe. L'idée, c'est que les éléments essentiels sont là dans cette slide. D'abord, évidemment, pour des raisons de technologie qui ont beaucoup bougé, on passe d'une approche fixe et calendaire, donc d'une salle et d'un temps en salle, à une approche qu'on appelle la mobiquité, le fameux Atawadak, sur lequel Lydie reviendra juste après. Ça, c'est un élément très important. Avant, pour enseigner, il fallait être dans une salle avec un public, des enfants, ou en formation avec des adultes. Aujourd'hui, on peut enseigner ou former à distance, comme ce qu'on est en train de faire, mais aussi en temps décalé, en synchrone ou en asynchrone. Et évidemment, ça vient perturber énormément l'approche pédagogique, et ça engage évidemment l'apprenant autrement que lorsque nous étions face à notre apprenant avec une forme d'autorité, nous formateurs ou enseignants avant, avec l'estrade qui permettait aussi de montrer un peu le maître et l'élève, le maître et le disciple. Voilà. Les choses ont beaucoup changé, vous le savez, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, cette mobiquité, elle est centrale dans les processus d'apprentissage, et il faut en tenir compte pour pouvoir répondre aux enjeux d'engagement. Le deuxième élément clé, évidemment, c'est le passage de l'oral et du papier à la culture écrite, numérique et multimédia, avec tout ce que ça veut dire en termes de changement dans la façon de s'approprier les concepts, les contenus, et d'accompagner l'apprenant dans son processus d'apprentissage, parce que l'apprenant a un processus d'apprentissage, évidemment, qui est au cœur des problématiques et des réflexions pour tous les cabinets. Le troisième mouvement, c'est cet intervenant un peu formateur, animateur, on en parlait juste avant, le sachant, celui qui possède la connaissance, à un consultant, concepteur, facilitateur, puisqu'il ne vous a pas échappé que la connaissance maintenant, elle est
partout. En tout cas, le savoir est partout. La connaissance, elle est vécue, mais le savoir est partout. Il y a un an de cela, il y avait le patron de l'Académie de Safran, qui est évidemment, vous connaissez, une très grande industrie de pointe mondiale française, qui nous expliquait dans une conférence sur les questions de learning que son grand défi à lui, c'était de maintenir l'intérêt de ses salariés sur les formations learning internes, parce que tous les ingénieurs, toutes les personnes qui travaillent chez Safran sont attirées pour aller chercher le meilleur savoir là où il se trouve, et que parfois c'est sur YouTube. Et que donc, le consultant et toutes les équipes de formation en interne et aussi en externe ont pour vocation à réussir à finalement créer des liens, identifier où sont les bons contenus et faire en sorte que les personnes aillent vers les bons contenus, parce que maintenant le savoir, il est partout, et que l'enjeu, évidemment, c'est de capter l'attention des gens et de les concentrer sur des tunnels d'apprentissage bien précis. Et évidemment, le dernier point, qui est, je dirais, presque sur tous les modèles d'industrie, c'est qu'on est passé du modèle taylorien à cette question de l'organisation apprenante, la learning culture. Pour rappel, quand même, pour bien comprendre dans quel univers on est aujourd'hui, on parle de l'industrie du learning dans le monde, et on parle d'une industrie qui aujourd'hui, alors les chiffres, on a toujours un peu de mal à les avoir puisqu'ils sont énormes, mais on est entre 280 et 290 milliards de dollars d'investissement et de transit sur ce marché du learning dans le monde. Et on parle d'ici 2025 d'un chiffre de 320 à 350 milliards. Donc il y a un vrai business, il y a des vrais enjeux, et il y a une vraie culture learning qui est au cœur des problématiques du management, évidemment. Alors, comme à la main, c'est Lydie qui enchaîne pour... Ouais. Voilà, hein, donc parmi ces 4 grandes transformations que vient de nous démontrer Pierre, il y en a une, en effet, sur laquelle on a envie d'insister un peu plus aujourd'hui, c'est ce fameux Atawadak. Et donc, finalement, est-ce que notre formation auparavant fixe et calendaire, comme on disait, ne devenait pas plutôt un voyage aux géographies et temporalités variées, comme on peut le voir sur notre petite animation avec ce passage avec un mouvement et un déplacement, comme si nous étions des petits voyageurs qui passaient de device en device, d'appareil en appareil et de salle virtuelle à salle physique. Donc, ce concept d'Atawadak, pour rappeler un peu voilà, en quoi il consiste. Hein. Donc, le Atawad, c'est pour Anytime, Anywhere, Any Device. Donc, pour un apprenant de pouvoir se former quand il veut, où il veut et sur le support qu'il veut. A été ajouté par la suite ce hack, qui est parfois moins connu, qui est le Any Content. Donc, voilà, qu'il puisse se former quand il veut, où il veut et sur le support qu'il veut, mais également sur le sujet qu'il veut. La fameuse formation à la carte, hyper individualisée, hyper personnalisée. Donc, quand on présente comme ceci un petit peu ce concept en face de modalités synchrones, présentielles, monosupport identiques, où on peut plus penser à notre formation en salle, on pourrait penser que c'est opposé. Ben non, nous, chez Chronos, on y voit vraiment une occasion d'apporter quelque chose de complémentaire grâce à l'ensemble de ces modalités à la formation en salle. Quelque chose qui va nous permettre de nous apporter en fait des opportunités pédagogiques. Sur le temps, ben, ça nous permet d'étendre notre temps de présence auprès de l'apprenant. Sur la notion de distanciel, ben, c'est une occasion de coller au plus près des besoins terrain des apprenants. Le côté multi-support, ça nous permet d'apporter de la variété dans nos méthodes, mais aussi dans nos outils pédagogiques. Et le côté à la carte, bah, c'est une superbe opportunité pour pouvoir personnaliser encore davantage nos formations, nos parcours aux besoins de chaque apprenant. Donc vraiment, ces modalités, elles apportent quelque chose de complémentaire par rapport à la formation en salle dite classique, synchrone, présentielle, plutôt menée au support et plutôt avec un contenu commun. Et tout ça est à la source où finalement génère, on ne sait pas trop de l'œuf ou de la poule, cette réflexion autour du développement des compétences, puisque vous le savez, si vous êtes acteur de la formation, le législateur, il y a quelque temps, nous a dit on ne va plus parler de plan de formation, on va parler de plan de développement de compétences. Et au-delà de l'exercice de vocabulaire, il y a évidemment une intention qui est juste, qui est de pousser les entreprises, les clients et donc les cabinets comme nous à mener une réflexion de fond sur non pas la transmission de
contenu, donc de formation à réaliser, mais à créer des processus qui permettent d'acquérir ou de se préparer à acquérir des compétences. Et pour nous, c'est un changement fondamental, alors qui date d'il y a quelques années et qu'on avait évidemment anticipé, mais qui est majeur. Et à l'ère du digital, il est majeur de comprendre comment est-ce que le digital peut servir cet enjeu de développement de compétences plus fort, puisqu'on va se rapprocher toujours un peu plus du réel des gens qu'on forme, et d'avoir en tête que la compétence, finalement, il y a beaucoup de définitions. C'est ce qu'on appelle en RH un concept valise, c'est-à-dire qu'on y met beaucoup de choses et que tout le monde y met un peu ce qu'il veut dedans, mais qu'il y a un certain nombre je dirais d'accords sur le concept. Et un élément majeur, c'est d'avoir en tête que la compétence, elle est individualisée, personnelle, et qu'elle ne se transmet pas. Et ça, c'est très important pour un provider, un fournisseur, un opérateur comme nous, parce que le législateur et les clients nous disent il faut qu'on développe des compétences, sauf que nous, on sait, et ce n'est pas nous qui l'empêchons, c'est juste que ce n'est pas intellectuellement et pratiquement possible, on ne peut pas développer des compétences, en tout cas on ne peut pas les développer uniquement en salle, et ce qu'on peut faire, c'est créer des conditions d'apprentissage qui vont permettre, par des modalités, par des temps, par des contenus, par un accompagnement longitudinal, d'amener la personne à se mettre en situation de tester, de découvrir et finalement d'acquérir une compétence. Et c'est vrai en management comme c'est vrai sur du hard skills. Alors évidemment, on a des exemples beaucoup plus qui sont connus sur des métiers en industrie ou quand on apprend le métier de l'aviation ou quand on apprend un geste chez un médecin. Évidemment, on sait bien que c'est pas parce qu'on l'a fait en salle qu'on va savoir le refaire, et que ce processus d'apprentissage, il est continu et il est assez complet. C'est de plus en plus vrai sur les questions de management, puisqu'aujourd'hui, on sait, et c'est ce que nous développons chez Chronos, que pour développer les compétences managériales, il faut évidemment être toujours dans ces moments de réflexion et de transmission autour des concepts, des contenus, des enjeux, des savoirs, mais qu'on peut et on développe des modalités d'apprentissage qui sont multiples et variées pour pouvoir permettre aux managers de développer ces fameuses compétences managériales. Elles se développent donc au quotidien, sur le terrain, et évidemment, même si ce qu'on vous dit est très juste, elle ne s'entretient pas, si elle ne s'entretient pas, elle dépérit. Si elle ne dépérit pas, en tout cas, si elle ne s'entretient pas, elle ne va pas réussir à aller là où elle doit aller, cette compétence, c'est-à-dire aller chercher la performance. Et il va falloir refaire et se réentraîner régulièrement. Donc là, on a un enjeu clé pour nos managers qui est comment est-ce qu'on peut enfin réussir ce pari du développement des compétences managériales grâce aux modalités et aux enjeux du learning qui nous permettent d'accéder à ça aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, voilà, maintenant, centrons-nous sur ces fameuses modalités du digital learning et voyons en quoi elles peuvent être intéressantes pour former nos managers. Parce que, comme l'a dit Pierre en introduction, elles sont nombreuses, ces différentes modalités. Il y a plein de sous-catégories, finalement, derrière ce terme de digital learning. Alors, pour structurer un petit peu nos propos, notre démonstration par rapport à ces modalités, on a eu envie de rester dans cette thématique du voyage et on les a catégorisées en deux. D'abord, les modalités qu'on va considérer comme historiques et incontournables, un peu comme notre tour de Pise, un passage obligé dans le voyage. Et il y a aussi ces modalités digitales tendances. Il y a des choses qui émergent, qui sont un peu mises en avant, un peu à la mode, on va dire, ou qui est vraiment plus récente et plus tendance, sur lesquelles il va être nécessaire de s'interroger sur la valeur ajoutée. Voilà. Est-ce que ces nouvelles modalités, elles apportent vraiment quelque chose en termes de valeur ajoutée pédagogique pour nos parcours de formation de manager? Donc, d'abord, nos incontournables. Alors, en parallèle de notre explication, présentation autour de ces différentes modalités, on vous a activé, ou on va vous activer un sondage qui est accessible donc dans la partie sondage de la conférence, pour que vous nous disiez, vous, parmi ces incontournables qu'on va vous présenter, lesquels vous mettez déjà en œuvre dans votre entreprise pour former les managers. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le sondage en même temps, en parallèle de la présentation.
Peut-être juste se Donc, redire, on est sur la droite de l'écran, voilà, sur l'onglet là qui apparaît, qui s'appelle sondage. Vous cliquez dessus, vous ouvrez les votes et vous pouvez aller voter pendant que Lydie nous explique tout ça. Exactement. Donc, première modalité, on a voulu mettre en avant les plus importantes pour nous, celles qui permettent de rassembler. Celles qui permettent de rassembler, il y en a deux. Il y a les sessions live, donc on va y retrouver plusieurs choses que je vais vous détailler derrière. Donc ça, c'est plutôt pour le synchrone. Et pour rassembler, on a aussi la modalité de social learning, plutôt sur les temps asynchrones. Donc pour les sessions live, concrètement, comment ça peut se présenter? C'est différentes choses. Ça peut être le webinaire qu'on va organiser en début d'un parcours pour impulser le lancement, pour créer une première connexion, pour présenter le sens un peu de la démarche et du parcours. C'est important dans un parcours quel qu'il soit, mais plus particulièrement encore sur du soft skills, de bien insister sur le sens de la démarche, le sens du parcours de formation, pour que chacun puisse entrer pleinement et être acteur de son développement. Donc, ça va être ce fameux webinaire. Ça peut être aussi une classe virtuelle, conviviale, collaborative, qui encourage et facilite l'intelligence collective. C'est important dans un parcours d'avoir des moments où on se retrouve, ça donne une dynamique dans l'apprentissage et on va pouvoir vraiment partager autour des soft skills avec les autres apprenants. Ça peut être également une webconférence animée par un consultant expert et ou avec des managers de l'entreprise, des pairs, pour échanger, débattre, expliquer, partager des bonnes pratiques autour de thématiques telles que la reconnaissance, telles que l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'était pour la partie session live. Et pour la partie social learning, ça peut aller d'un simple groupe WhatsApp déjà, qui va permettre, comme on disait, de pouvoir nourrir en fait les échanges dans les temps qui vont suivre un rendez-vous live, jusqu'à un fil de discussion ou un espace collaboratif sur une plateforme LMS ou sur un outil ad hoc à la plateforme, pour pouvoir que les apprenants puissent poser des questions, partager leurs expériences, partager des ressources et partager des conseils. Donc ça, soit entre deux événements synchrones, soit avant la formation, on peut déjà avoir des questions à poser, ou après une formation pour pouvoir partager comment on transfère tout ça sur le terrain. Juste sur cette question du social learning, derrière, il y a la question de l'apprentissage entre pairs que l'on connaît de longue date, le CODEV, que vous connaissez toutes et tous. Ça n'est ni plus ni moins que la retranscription de ça au niveau learning. Deuxième point de contact avec ce sujet, je ne vais pas faire ça de pub, mais il y a un grand opérateur de plateforme qui est spécialisé sur social learning, qui a fait une levée de fonds monstrueuse cette année, levée de fonds donc financée par des business angels, etc. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un sujet en ce moment sur le marché là-dessus. Et troisième élément, on répond à pas mal d'appels d'offres en ce moment, public, privé, de plutôt grosses institutions. La place du partage entre pairs sur ces questions de manager est au cœur des demandes des institutions. Donc là où on pourrait penser que c'est un sujet incontournable, donc un peu usité, un peu passé, c'est un sujet d'actualité majeure. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on redécoupe le sujet et qu'on va à l'essence, nous sommes entre pairs et nous partageons. Et nous avons une richesse d'expérience, de points de vue qui peut faire la différence pour les entreprises et tout l'enjeu qui est derrière, évidemment, c'est l'entreprise apprenante, c'est l'entreprise capacitante, c'est le knowledge management. Donc derrière le social learning, il y a un enjeu majeur à un moment où les courbes sont en train de se croiser au niveau du marché du travail et qu'on a des baby boomers qui sont en train de partir avec des connaissances énormes, avec des savoirs tacites énormes, et on a des torsions, vous le savez, sur le marché de l'emploi, sur un certain nombre d'endroits, le bâtiment, les télécoms, etc., où on n'arrive pas à recruter. Et donc là, il y a des enjeux forts pour les patrons de formation, les DRH et les DG, de mettre en place des dispositifs de social learning qui peuvent permettre aussi de récupérer. Alors ça se fait pas comme ça, il y a toute une mécanique à faire et on accompagne évidemment ces sujets-là, mais l'enjeu du social learning, il est là. Donc on est là pour rassembler, mais pas que pour le côté supporters dans le stade. Il y a un enjeu stratégique pour les entreprises.
On a bien vu la question du rassemblé hein, et ces deux modalités donc incontournables pour pouvoir le faire. Il y a aussi la question de l'animation et de la faciliter aussi l'acquisition des savoirs. Donc pour ça, il y a deux modalités qui nous semblent incontournables. Hein. C'est vraiment le vidéo learning pour des formations soft skills notamment, mais aussi des petites mécaniques de jeu qu'on peut ajouter dans nos produits de formation. Donc, pour le vidéo learning, ça va être une vidéo interview filmée d'un formateur ou des sponsors du projet, justement, au début, pour accueillir, pour communiquer sur la raison d'être du parcours. Ça va être des capsules vidéo qui peuvent amener l'apprenant à s'interroger sur sa posture. Par exemple, sur la notion de confiance au travail. Comment tu te sens, toi, manager, par rapport à ce concept, à cette importance et cette relation de confiance. Ça va être des capsules vidéo davantage scénarisées, illustrées, voire interactives. Hein. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de créer des vidéos dans lesquelles on peut amener des interactions avec des liens hypertextes, avec des quiz qui viennent s'insérer dans la vidéo. Et donc, dans ces vidéos-là, on va pouvoir illustrer des comportements. Par exemple, les rôles de victime, persécuteur, sauveur dans le triangle dramatique. On sait que c'est quelque chose qui est très important dans la relation managériale et dans la relation avec ses collègues. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir illustrer très facilement et de manière très réelle à travers ces capsules vidéo. Ça peut être également des gestes managériaux. Comment on va dérouler un entretien de premier contact? Comment on va conduire un entretien annuel dans un état d'esprit constructif? Et ça peut être aussi d'intégrer des concepts clés. Par exemple, définir quelle est la notion de RPS. Voilà. Donc, à travers ces vidéos, on peut à la fois apporter la définition de concepts, illustrer des gestes managériaux et illustrer des comportements. Donc, vraiment une modalité qui est riche et qui peut vraiment être utilisée de manière très variée et aussi interactive aujourd'hui grâce à ces nouvelles solutions. Ça, c'était pour le vidéo learning. Pour le côté gamifié, ça peut être déjà, moi je me dis qu'un article bien rédigé, je ne sais pas, sur la notion du courage managérial, par exemple, dans lequel il y a des jeux de mots, dans la façon dont on rédige les choses, on peut amener du ludique aussi déjà à travers la façon d'écrire et de rédiger. Donc un article qui va un peu dans ce sens-là, pour moi, ça peut être déjà considéré un peu comme un mécanisme de ludification. Des petites animations qu'on va ajouter donc, dans notre dispositif. Un quiz, forcément, avec un feedback automatique. Si un quiz est bien conçu, il peut amener vraiment quelque chose dans l'animation de notre parcours. Et donc, voilà, donc ça peut aller jusqu'au fameux Serious Game où on va pouvoir s'entraîner virtuellement. Alors, nous, on est un peu plus prudent, on va dire, sur ces solutions-là, parce que, attention à la complexité de la mise en œuvre de ces genres de solutions. Et leur manque un peu de sobriété aussi numérique. Hein. On sait que c'est une grande discussion en ce moment, une thématique importante. On va aller aussi, dans le secteur de la formation, vers plus de sobriété numérique. Donc, si on va sur des solutions comme ça un peu plus poussées, avec de la simulation, de l'entraînement, soyons sûrs qu'on le fait à bon escient, voilà, et que ce n'est pas surpoudré, j'ai envie de dire. Je continue. Et donc, la troisième partie, dans nos incontournables, on a vu les modalités pour assembler, les modalités pour animer, et on a des modalités aussi pour outiller, tout simplement, hein, outiller nos formations en salle. Donc, c'est ce qu'on appelle plus communément le digital learning. Et on a les outils pour outiller ces fameux temps ATAWAD dont on a parlé en début de webinaire, qui est le mobile learning. Donc, le digital learning, ça va être quoi? C'est de s'équiper pour animer des formations en salle qui vont être de plus en plus hybrides. On va avoir des personnes présentes là dans la salle, mais aussi potentiellement des personnes qui sont restées à distance. Donc, il faut aussi pouvoir s'équiper, on le voit là avec notre petite photo, profiter des nouvelles technologies pour pouvoir rendre cette expérience-là digitale la plus fluide et cohérente possible. Ça va être l'utilisation d'outils interactifs, du quiz, du sondage, des nuages de mots, pour pouvoir capter l'attention des apprenants. Aujourd'hui, il y a besoin de plus en plus de capter la concentration et d'animer un peu nos échanges.
Ça va être aussi d'utiliser des plateformes de vidéo coaching pour mettre en situation nos apprenants. On le sait bien, dans nos formations en salle de managers, c'est une grosse partie de nos journées où on met en situation les apprenants. Donc, profitons de la technologie pour les filmer, débriefer avec eux ce qui est filmé avec ces outils de vidéo coaching. Et ça va être aussi, bien sûr, la dématérialisation de nos supports, de nos books apprenants, pour que les apprenants puissent réaccéder aux messages clés de la formation quand ils veulent, où ils veulent, et au plus près de leurs besoins terrain. On a mis 2 étoiles ici parce qu'attention aussi à intégrer ce digital en salle avec sobriété. C'est vraiment le terme sobriété numérique, mais aussi sobriété pédagogique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça prenne le dessus, bien sûr, sur l'échange, sur l'interaction et sur l'humain. Voilà, on a 2 groupes qui sont en train d'être animés. Voilà, le 90% du temps, il n'y a pas forcément de digital. On l'utilise par petites doses pour réactiver, pour réengager, pour réanimer. Mais ce n'est pas présent tout du long parce que le cœur, c'est l'échange, c'est le face-à-face, c'est le physique. Il faut profiter un maximum de ces temps de formation en salle pour favoriser ces interactions réelles. Et le mobile learning, on l'a dit, c'est pour vraiment pouvoir s'inscrire dans le quotidien des formateurs et puis des apprenants, pardon. Et ça reste néanmoins, même si pour du soft skills, ça paraît moins évident peut-être que pour une formation sur un produit dans le retail, par exemple. Néanmoins, ça reste aujourd'hui la façon la plus rapide et la plus simple d'accéder à un contenu. Donc, forcément, il y a un intérêt à pouvoir aussi déployer nos contenus sous ce mode-là, dans la logique de la Tawad. Est-ce qu'on a les premiers retours sur le sondage ? Oui, tout à fait. La modalité incontournable qui ressort, c'est le live session à 31%. Le live session à 31%. Le social learning à 19%. Le video learning à 21%. Et les dernières modalités, le serious gaming à 10%, le digital learning 10% également, le mobile learning à 7%. D'accord, ok. Donc, on est plutôt autour de déjà 20% pour les premières et 7-10%. Donc, on voit que c'est déjà mis en place, mais que ce n'est pas encore forcément installé partout. Déjà, c'est incontournable. On s'intéresse aux tendances maintenant. Alors, vous voyez, ce n'est pas anodin, c'est ce choix de décor pour les tendances, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, les destinations tendances, elles ont l'air de nous inviter à aller plutôt en bord de mer, puisque on parle de drop by drop, de goutte à goutte, avec nos formations. Donc, dans les tendances, il y a ce côté micro-learning, micro-doing, les podcasts, donc c'est des nouvelles modalités vraiment courtes. Voilà, avec ce côté un peu goutte à goutte. Micro-doing, juste pour rappeler en quoi ça consiste. Donc, c'est des applications web, mobiles qui visent à accompagner en fait le passage à l'action via la préconisation en fait de micro-défis à réaliser, d'où le doing par rapport à un micro-learning. Donc, on push des petits défis à réaliser aux apprenants via des applications un peu dédiées à ça. Le deuxième groupe de tendances, ici encore, on est in the flow of work. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est lié à l'accompagnement en situation de travail. Donc, on a 2 grandes modalités dans le digital learning pour ça. Il y a d'abord l'adaptive learning, donc c'est toutes ces solutions d'intelligence artificielle, des algorithmes qui vont nous permettre de proposer automatiquement des contenus qui sont adaptés aux besoins de l'apprenant en fonction de ce qu'il réalise. Et le peer-to-peer learning, donc qui est associé, Pierre en parlait tout à l'heure, au social learning, qui fait partie de nos incontournables. Mais aujourd'hui, on a aussi des applications qui facilitent de plus en plus la création de contenus vidéo ou d'autres contenus par les apprenants eux-mêmes et pour qu'ils puissent aussi plus facilement partager ces contenus qu'ils créent eux-mêmes, à l'image de notre petit personnage qui s'amuse devant son PC à se filmer.
Et la troisième catégorie, voilà, on plonge un peu plus encore dans l'eau et dans notre jolie mer tropicale, c'est l'immersive learning. Et donc, avec les modalités telles que la réalité virtuelle, la VR, et le métaverse, donc on entend forcément de plus en plus parler, où on peut vivre, apprendre, étudier, interagir dans un environnement qui est simulé en 3D, soit en portant des casques virtuels, ou d'ailleurs il y a des solutions qui permettent de faire un semi-métaverse sans les casques virtuels. Donc pareil pour ces... Oui, vas-y Pierre. Oui, ce qu'on peut peut-être rajouter en complément, c'est que le micro-doing fait partie, lorsqu'on fait le tour là sur le salon Learning de cette année à Paris, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui se sont mis sur le segment de marché. Ça veut certainement dire qu'il y a un besoin, on ne sait jamais trop, hein, est-ce que ce sont les fournisseurs qui créent le besoin ou les clients qui ont besoin et les fournisseurs qui y répondent, il y a toujours un doute, mais voilà, il y a beaucoup de monde sur ce marché du micro-doing. Parce que c'est un peu le fantasme et la promesse d'aller au plus près de la réalité des gens. Évidemment, on est dans le micro, on est dans le doing, on comprend bien qu'on est dans le petit geste du quotidien. La question de fond, c'est pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser la technologie, que des entreprises, qu'un segment de marché se mette en place pour que les collaborateurs et les managers, finalement, fassent ou soient poussés à faire? Qu'est-ce qu'il manque dans la dynamique déjà actuelle des entreprises, dans la dynamique d'accompagnement de la formation? Pourquoi il y a ce manque et donc pourquoi il y a ce besoin? Donc c'est une réflexion à laquelle il faut quand même, sur laquelle il faut quand même passer un peu de temps parce que derrière il y a à la fois une promesse qui est hyper intéressante, des outils qui vont faire en sorte que moi, au quotidien, je reçois du push mail en fait, et puis les choses vont me dire, tiens, Pierre, tu as fait une formation pour poser une exigence, donc du coup, est-ce que tu as posé ton exigence? Est-ce que tu as été clair aujourd'hui? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? En même temps, c'est de l'assistanat, faut poser le mot. On est dans de l'assistance en permanence à l'ensemble des collaborateurs. Donc, évidemment, c'est pas négatif, mais la question, c'est la question du libre arbitre, de l'autonomie, de la responsabilisation de nos collaborateurs. Et là, du coup, se confrontent quand même des concepts à un moment où les gens ont besoin de sobriété énergétique, de sobriété technologique, où on parle de low-tech contre le high-tech, tout ça, c'est vachement consommateur. Et puis, à un moment où on parle d'autonomisation, de liberté, de prise en main de sa vie, voilà, ça pose des questions de fond. Ce micro-doing, il est à percevoir sous l'angle ce qu'on appelle le nudge, qui est très à la mode depuis un petit moment, ce petit coup de pouce qui va faire que les gens vont prendre les bonnes décisions. On parle de nudge en merchandising beaucoup aussi, parce que c'est une façon de présenter les choses pour que les gens achètent, et que les clients achètent. On en parle aussi dans le monde politique, comment faire en sorte que finalement se déclenchent des prises de conscience. Et donc en learning, on en parle aussi. Le micro-doing semble être une modalité qui peut permettre ce nudge, qui peut permettre que les gens passent à l'action. Voilà. La réalité virtuelle, nous, on l'aborde aujourd'hui chez Chronos sur la question des risques psychosociaux, puisque on a 5 univers autour du management, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, on est des experts en management et on a des univers, le management responsable qui parle des risques psycho et de la qualité de vie au travail. C'est un sujet qui nous semblait propice pour les prises de conscience et on utilise la réalité virtuelle pour prendre conscience. On immerge les gens dans des situations à risque et ils prennent conscience. Mais c'est pas suffisant, évidemment, parce que d'abord, une expérience de VR, ça dure 20, 25, 30 minutes. Donc, on ne tient pas une journée ou une demi-journée. Et puis derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on accompagne les prises de conscience avec des coachs, avec des psychologues, avec des spécialistes des RPS pour pouvoir finalement transformer cette prise de conscience en un changement de comportement durable. Voilà, donc toutes ces solutions qui sont très tendances, qui sont très à la mode, ne doivent pas nous faire oublier que l'accompagnement réel quotidien, il se fait par et pour les personnes qui sont en situation et que la dimension humaine, la relation, reste centrale, que ce soit pour mettre en œuvre ou que ce soit pour débriefer quelque chose. Et que les technologies, elles sont hyper intéressantes, hyper attrayantes, mais qu'elles ne satisferont pas l'exercice en elles-mêmes, qu'il
faudra toujours continuer à encadrer ça avec de l'humain, avec de l'explication, avec du sens, avec de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence humaine, parce que sinon ça peut être très abrupt et puis on peut démissionner finalement en se disant, bah voilà, on fait du micro-doing, là ça y est, on a trouvé la solution miracle, maintenant les gens ils reçoivent du push-mail toute la journée pour faire des choses, donc maintenant à eux de faire. Ben, évidemment que le fonctionnement humain est retors et qu'il ne répondra pas à cette injonction tout seul. Tout à fait. Alors juste, on vous a aussi activé de nouveau sur le sondage une deuxième question par rapport à ces tendances. Et comme pour la première, de nous dire déjà parmi ces tendances-là, lesquelles mettez-vous déjà en œuvre pour former vos managers. Ce sera intéressant de voir les résultats à cette question justement sur ces tendances. Et donc, comme l'expliquait Pierre à l'instant, ces tendances, oui, allons-y, oui, testons-les, mais gardons bien en tête l'intérêt pédagogique réel qu'elles peuvent apporter à nos parcours et nos fondamentaux pédagogiques, comme disait Pierre pour le micro-doing. Oui, allons-y pour restimuler, pour réengager après une formation, pour aider à passer à l'action. Mais est-ce qu'on aide vraiment l'apprenant à être acteur et responsable de son parcours en faisant cela? Non, il faut compenser ça avec d'autres éléments pour pouvoir toujours l'encourager à être acteur et responsable de son parcours. Idem pour les autres solutions. L'adaptive learning, Lydie, on peut peut-être en dire 2 mots pendant que le vote se fait. L'adaptive learning, il est lié à une injonction assez forte pour les entreprises d'accompagner l'expérience collaborateur et donc d'avoir une expérience collaborateur personnalisée, évidemment. Et donc, l'adaptive learning est un des blocs, finalement, de cet enjeu du talent management ou de la GPEC digitalisée. Les grandes entreprises ne peuvent pas faire l'économie de proposer une expérience personnalisée, individualisée, unique pour chaque collaborateur. Et donc, il y a l'intelligence artificielle qui propose, avec des algorithmes, de personnaliser, comme quand vous allez sur Google et qu'après, toutes les pubs qui apparaissent quand vous visitez des sites sont liées à vos dernières recherches. Eh bien, le défi, le fantasme, l'ambition de cet univers-là dans le learning, c'est de proposer un système d'apprentissage qui soit le plus personnalisé possible pour chaque collaborateur, pour chaque apprenant. Encore une fois, c'est extrêmement intéressant et la promesse est belle. Et puis, ça pose plein de questions. Voilà, autour des rencontres avec des contenus que je n'attendais pas, mais qui m'ont apporté des choses, autour de le fait de chercher par soi-même et de finalement se mettre en mouvement et en réflexion pour soi-même. Voilà, donc pas de solution unique et miracle, mais il faut savoir que ce sujet de l'adaptive learning, il est un peu différent des autres modalités parce qu'il est vraiment connecté à un enjeu RH beaucoup plus lourd, qui est que quand on est des RH Airbus, il faut avoir son expérience collaborateur unique, sur le papier en tout cas, parce que parfois quand on rencontre les gens, l'expérience collaborateur, elle est pas unique et c'est pas grave, elle est réelle, elle est concrète, elle est finalement instruite de l'histoire et des ancrages quotidiens de l'entreprise et elle est déjà très satisfaisante comme ça. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, cette notion d'assistanat, on voit bien que ces deux solutions, micro-doing et adaptive learning, elles apportent plein d'opportunités, mais attention à pas tomber dans trop d'assistanat en fait auprès de l'apprenant. Et juste un petit point rapide sur le podcast et les peer-to-peer learning. Les podcasts, oui, on voit, c'est quelque chose qui est ancré dans des nouvelles habitudes, donc allons-y, c'est intéressant. Et puis, on voit bien que ce format audio, en plus, il est un peu plus sobre et un peu plus moins complexe à mettre en œuvre qu'une vidéo. Mais attention, n'oublions pas l'importance de la visualisation pour mémoriser. Donc, pareil, c'est une solution qui est intéressante, qui offre des opportunités, mais qui doit être compensée, complétée par d'autres modalités pour pouvoir amener toute la valeur ajoutée, quoi. Et le peer-to-peer learning, pareil, attention à bien mettre en place un modérateur, bien sûr, des différents contenus qui vont être partagés par les apprenants eux-mêmes. Forcément, ça va être nécessaire pour pouvoir transformer ça en une réelle opportunité pédagogique. Parce qu'il y a une règle quand on rentre dans le science de l'éducation et qu'on se forme qui dit que apprendre n'est pas forcément bien apprendre et qu'on peut mal apprendre. Et que dans le peer-to-peer learning,
Voilà, on augmente le risque en termes de gestion de sécurité et de risque interne, on augmente le risque que les gens apprennent mal. Moi, j'ai une pratique pour faire du business avec mes clients, je la transmets à tous mes copains commerciaux, sauf que cette pratique, elle est très limite au niveau éthique, réglementaire, etc. Tous mes petits copains font maintenant du chiffre, on est content, le système est content, sauf que la pratique dérive et qu'on met en insécurité le système. Donc évidemment que ces enjeux de transmission de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être sont à modérer et à sécuriser pour le système, parce que apprendre n'est pas forcément quelque chose qui se passe bien, parce que parfois les gens ne le comprennent pas. On peut mal apprendre. On peut apprendre un mauvais geste, on peut mal apprendre à marcher, à conduire, à piloter une moto, et les risques sont énormes. Et donc il faut modérer tout ça. Et donc la place ce qu'on appelle les community manager sur les plateformes, on se demande toujours qui doit jouer ce rôle-là, le client, le consultant, etc. Celui qui gère un peu la communauté, il gère la communauté en termes d'animation, bien sûr, mais il gère surtout la communauté en termes de qualité de transmission de contenu pour s'assurer que ce qui est transmis comme étant un savoir, un concept ou une méthode à apprendre est conforme aux exigences de l'entreprise. Et donc, un dernier petit mot sur le métaverse. Oui, l'hybridation constante des mondes physiques et numériques va nous pousser à y aller de plus en plus. Mais voilà, pour nous, déjà, concentrons-nous déjà à animer de façon plus éco-friendly. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment une question autour de ce métaverse au vu des discussions actuelles sur la sobriété numérique. Est-ce que vraiment ça nécessite d'aller sur des solutions aussi gourmandes, j'ai envie de dire, en techno avec des classes virtuelles qui soient déjà vraiment collaboratives, vraiment interactives. Il y a déjà de quoi faire largement avec nos solutions un peu plus classiques, quoi. Un petit mot sur nos résultats de sondage, peut-être? Alors, nous sommes à 47% de vote blanc sur ces nouvelles 47% tendances. De vote blanc sur ces nouvelles tendances. Okay. Ensuite, il y a le micro-doing qui arrive à 20%. Micro-doing, donc à peu près comme pour les incontournables, finalement. Il commence à être présent. Suivi à égalité de l'adaptive learning et des podcasts apprenants. Oui. Et 7% pour les peer-to-peer learning. 0 pour la réalité virtuelle et le métaverse. D'accord, ok. Ok, très intéressant. Je vois que l'heure tourne déjà, donc on va avancer sur notre temps 3, qu'il ne faut pas négliger, qui est important. Donc sur le comment engager les managers, on a vu qu'on a plein de modalités différentes. Alors voilà, on va vous présenter un peu maintenant, nous, comment on voit les mécaniques à mettre en place pour vraiment engager les managers dans leur formation distancielle. La première règle qu'on se donne, c'est encore et toujours de penser learning avant digital. On a déjà un peu glissé ce message-là, je pense, à travers nos modalités. Mais voilà, il faut d'abord dire qu'est-ce que je vais faire à mes apprenants. Faisons-les explorer, réfléchir, s'engager. Vous voyez, ça sonne encore un peu voyage tout ça, mais c'est important. C'est ce qui doit guider nos choix, en tout cas technologiques et de modalités digital learning. Comment je vais utiliser le digital pour faciliter l'exploration, la réflexion, l'engagement? Comment je vais utiliser le digital pour faciliter la mise en mouvement, pour les aider à relever des défis, pour faciliter les échanges? Et comment je vais utiliser le digital pour les aider, faciliter l'ancrage de tout ce qu'on a vécu dans ce formidable voyage? Comment je vais les aider à mesurer l'impact, rembobiner le film et puis voir vraiment qu'est-ce que j'ai appris concrètement de tout ça et qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais me projeter sur mon prochain voyage et qu'est-ce que je vais apprendre, quel plan d'action je vais mettre en place derrière tout ça. Deux remarques, Lydie, autour de ça. La première, c'est que vous voyez tous ces verbes qui sont dans cet univers de la formation aujourd'hui, il y a 20, 30 ou 40 ans, évidemment, on ne les avait pas, ni dans l'éducation, ni dans la formation. Et puis, le deuxième élément très important, c'est que derrière ces verbes, il y a du temps passé. Et que il n'est pas exclu, quand on discute avec des prospectivistes dans notre univers du learning, tous les gens qui sont dans la tech, il n'est pas exclu que un des enjeux qui maintiennent la compétitivité des salariés et donc des entreprises, c'est le renouvellement permanent des connaissances, des savoir-faire et des compétences. Et que donc le temps consacré à la formation au quotidien soit de plus en plus élevé au vu
de l'accélération des changements de modèles, de la nécessité de se former en permanence sur de la techno, des postures, des produits, etc. La place de la formation va prendre la formation va prendre de plus en plus de place dans le quotidien. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu prophétique, mais ça devrait déjà être le cas. Et les entreprises qui réussissent à passer les crises sont des entreprises qui, de façon consciente ou inconsciente, directe ou indirecte, mettent en place des processus apprenants dans leur mode de fonctionnement. Explorer, ça prend du temps. Se mettre en mouvement, ça prend du temps. Créer, ça prend du temps. Et le temps, comme dirait l'autre, c'est de l'argent et c'est du temps qui n'est pas forcément investi sur l'opérationnel et la tâche immédiate. Sauf que cette tâche opérationnelle et immédiate, elle va dépérir très très vite si elle n'est pas régulièrement réinterrogée par le bon niveau de connaissance, d'expertise et de compétences. Il y a presque une fatalité à créer des espaces de temps pour que les collaborateurs et les salariés se forment et restent compétitifs sur leur poste. C'est vraiment ça, on est vraiment aligné sur cette notion de temps qui reste clé, hein, vraiment sur les parcours. Hein. Donc, pensons parcours, pensons accompagnement. Construisons nos parcours avec ces différents verbes sur 3 temps, bien identifiés. On sait, on a fait l'étude, nous, lors de notre séminaire d'été autour du digital learning, auprès des différentes générations, qu'on a vu, quelles que soient les générations, la première chose qui ressortait, c'était un besoin de structure. Quelle que soit la génération, quel que soit ton niveau en tant que manager, que tu sois débutant ou manager expert, déjà un peu plus expérimenté, dans ton parcours d'apprentissage, tu as besoin qu'il soit structuré. Donc, créons ces 3 temps dans nos parcours de formation. Hein. Un temps 1 pour explorer, réfléchir, s'engager. Le temps 2 pour se mettre en mouvement, relever les défis, échanger. Et on voit bien que c'est le synchrone quand même qui va permettre davantage ces actions-là. Et le temps 3 pour ancrer, mesurer l'impact et se projeter. Gardons bien cette idée aussi du côté éphémère, du côté événementiel. Hein. On a échangé avec Pierre là-dessus, où ça reste un élément essentiel pour s'engager. Si c'est là disponible à tout moment, non, on ne va pas réussir à les engager. On arrive à les engager car c'est disponible aussi sur un moment donné, sur un côté un peu éphémère. Donc, un début et une fin à un parcours. Et bien sûr, un accompagnement humain, technologique. Hein. Dans notre voyage, on a nos compagnons de route, on a un guide accompagnateur et on a notre fameuse technologie qui peut être vue comme notre GPS dans notre voyage pour supporter, pour accompagner tout ça. Et comme l'a expliqué juste avant Pierre, il est aussi nécessaire d'inscrire tout ça dans le quotidien des apprenants, des managers apprenants, pour entretenir, pour forger leurs compétences et de faire du lien entre tout ça. J'accélère un petit peu. Donc, pour nous, créer l'idée, c'est de devenir des organisateurs, des concepteurs, des animateurs de voyages exceptionnels au cours desquels les managers apprenants, déjà, ils vont vivre une expérience d'apprentissage qui est sans frontières. Elle doit être fluide, elle doit être cohérente entre ce parcours événementiel dont on vient de parler et cet ancrage dans le quotidien. Il faut qu'on soit sur du blended et ce qu'on appelle maintenant du seamless learning. Deuxième chose, faisons-les progresser en tant que managers et collaborateurs pour qu'ils soient pleinement acteurs et responsables de leur parcours d'apprentissage et de leur rôle managérial. Et le troisième, je sais qu'il est cher au cœur de Pierre, c'est le désirer. Développons leur désirabilité d'être manager et aidons-les à se connaître auprès d'un formateur, d'un consultant, d'un guide qui est déjà un peu plus expérimenté. C'est cher à mon cœur car ça fait 18 ans que j'accompagne des managers et qu'on accompagne des entreprises et je constate et je vois au fil des années, mais je ne suis pas le seul évidemment, cette difficulté à manager dans ces contextes extrêmement perturbés, la dureté de la fonction managériale et la non-désirabilité qui nous est partagée par nombre de DRH qui nous disent mais les gens n'ont plus envie d'y aller sur cette fonction pour 150 € de plus par mois avec les emmerdes qu'il y a derrière, la pression, etc. Peut-être aussi pour la mauvaise identité un peu autoritaire de la fonction, mal comprise ou parfois mal incarnée encore dans le quotidien des entreprises. Et je suis persuadé que nous avons tous ensemble à redorer le blason de cette fonction, de cette mission, qui est une magnifique mission, mais qui doit vivre autrement maintenant, et qui est fondamentale pour que l'ensemble fonctionne toujours.
Voilà. Sur l'empowerment, évidemment, un petit mot, puisque notre baseline, c'est Empower People et qu'on croit beaucoup au développement du pouvoir d'agir des personnes. C'est la mission qu'on se donne avec le learning, c'est de former le plus grand nombre en même temps. C'est notre mission. Et donc, de proposer à tous nos clients, lorsqu'ils forment des managers et qu'ils développent des parcours pour managers, bien d'apporter la réponse en contenu miroir à tous les collaborateurs de ces managers pour pouvoir finalement monter tout le monde en compétences, parce que les managers se forment, et c'est vrai qu'il y a pléthore de formations pour les managers, mais sur plein de sujets, ils ont besoin que leurs collaborateurs montent en puissance en même temps, sinon le sujet ne prend pas dans le réel. Donc on a des gens, c'est comme un corps avec un bras qui serait hyper musclé d'un côté et pas musclé de l'autre. On aurait un déséquilibre de force. Or, là où il y a le plus de monde, eh bien, c'est au niveau des collaborateurs, normalement, si la structure de coût est à peu près respectée. Ça veut donc dire que les collaborateurs, si j'ai 10 personnes dans mon équipe, c'est 10 personnes, quand je reviens d'une formation à la gestion du temps, à l'entretien annuel, au pilotage de la performance, elles ont dû avoir, elles, pendant que je me formais, leur réponse à elles, learning adapté sur les mêmes compétences, mais par leur angle, de façon à ce que quand j'arrive, je puisse plugger ce que j'ai appris à ce qu'elles ont, elles, appris de leur côté pendant que je me formais. Et là, il y a une vraie révolution pédagogique qui a pour but de toucher toujours plus de monde, d'augmenter l'employabilité des collaborateurs, de faire en sorte que tout le monde soit plus fort avec des coûts marginaux très faibles, puisque finalement, quand on a un contenu et qu'on a juste un angle à retravailler avec une techno adaptée à la population, ça nous permet bien de faire progresser le plus grand nombre, et ça nous semble être une très très belle mission pour un cabinet. Pour conclure, donc pour nous, se former au management, ça consiste à s'engager dans un voyage sur mesure, personnel, permanent, on l'a vu, riche en découvertes, en rencontres et en aventures. Il n'y a pas de modalité miracle, on a dit, il n'y a pas de solution unique et miracle, mais une combinaison unifiée et cohérente à trouver pour chaque projet pédagogique et chaque projet d'accompagnement. Et vraiment, profitons du digital pour élargir notre temps de présence grâce et avec lui pour augmenter l'impact de nos formations de managers. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Lydie pour ce superbe webinaire hyper intéressant. On avait envie de prendre la parole autour de ces questions de learning et de management. On a dépassé l'horaire évidemment, mais si d'aventure certains d'entre vous avaient envie soit de poser des questions dans le chat auxquelles on pourrait répondre rapidement ou de continuer à discuter avec nous après en privé, en nous contactant évidemment, c'est tout à fait possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire et puis n'hésitez pas à nous recontacter et à télécharger évidemment la présentation qui, il me semble, sera disponible un certain temps sur la plateforme. Parfait. Écoutez, il n'y a plus qu'à vous remercier. Merci Pierre, merci à tous pour ce moment passé ensemble autour de ce passionnant sujet du digital learning. Et rendez-vous le mois prochain autour de la question du management et des RPS pour les managers. Sujet passionnant et nous reprendrons la parole d'ici un mois sur le sujet. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.